Salut! Avec Pilule, on s'est concerté et on est d'accord que la population ne distingue pas bien anti-inflammatoire et antidouleur. Pourtant, ils ont des mécanismes d'action totalement différents. On ne les prend pas du tout pour les mêmes raisons. Si les mécanismes d'action sont différents, les effets indésirables sont aussi forcément différents. Plein de vidéos vous nomment les effets indésirables des médicaments, mais personne n'a pris le temps de vous expliquer en détail pourquoi. Je suis pharmacologue et c'est important pour moi de comprendre comment ça fonctionne. Je me suis dit que cette vidéo pourra vous expliquer clairement d'où viennent les effets secondaires des médicaments. Je vous expliquerai aussi dans cette vidéo quand privilégier les anti-inflammatoires ou les antidouleurs. Allons-y. Tout d'abord, revoyons un petit peu la douleur, comment ça fonctionne. Alors, lors d'une lésion ou d'une inflammation, lors d'une activité physique, le corps va sécréter des médiateurs chimiques qui sont responsables de la douleur et de l'inflammation. Ces médiateurs vont se fixer sur des récepteurs qu'on appelle des nocicepteurs, puis aller via le système nerveux central à notre cerveau pour nous dire qu'on a mal. J'ai préparé un petit schéma, une belle analogie pour vous expliquer. Imaginez la voie de la douleur comme une autoroute sur laquelle il y a des autos, dans lequel il y a des passagers. Donc vous voyez en jaune en haut, lorsqu'il y a douleur, lésion, chute, inflammation, il va y avoir libération de médiateurs, ce sont les passagers. Ces passagers-là vont aller dans les autos, qui sont les nocicepteurs, donc les récepteurs de la douleur, et vont via l'autoroute, qui sont les fibres nerveuses, le système nerveux central, nommé ici SNC, vers le cerveau pour sortir de l'auto et dire « Aïe, j'ai mal ». Alors, comment qu'on peut empêcher cette information d'arriver au cerveau? Il y a deux moyens. Le premier, c'est d'agir directement sur les médiateurs, donc sur les personnes. Si on bloque les personnes, si on empêche leur naissance ou alors qu'on les tue, qu'on évite d'avoir beaucoup de voitures, beaucoup d'informations qui se rendent au cerveau. Donc, on limite la douleur. C'est le cas des anti-inflammatoires. Vous allez voir tantôt, quand je vais vous expliquer les mécanismes, les anti-inflammatoires bloquent ces personnages, on va en avoir moins de trafic, moins de douleur. La deuxième façon, c'est ne pas d'agir directement sur les passagers, mais plutôt de mettre des points de contrôle ou des barrages sur l'autoroute. Donc là, on va agir comme un régulateur de trafic. On va ralentir la vitesse des voitures et donc la perception de la douleur. Ça va modifier la manière dont le cerveau il interprète les signaux de douleur. C'est le cas des antidouleurs. C'est comme ça que les antidouleurs vont fonctionner. Donc, maintenant, vous comprenez qu'il y a deux façons de minimiser l'effet de la douleur. Donc, premièrement, voyons qui sont ces personnages, qui sont les médiateurs de la douleur. Vous avez peut-être entendu parler déjà de la bradykinin, la substance P, l'histamine, la prostaglandine, la prostacycline. Je porte une attention particulière sur ces deux dernières parce que ce sont sur elles que vont agir les anti-inflammatoires. Mais avant de vous expliquer comment fonctionnent les anti-inflammatoires, je voudrais d'abord vous expliquer que cette prostaglandine et cette prostacycline, qui sont des médiateurs de la douleur, ont aussi un rôle important dans l'homéostasie de notre corps. Donc, effectivement, le corps est en homéostasie constamment. Si on bloque quelque chose, on va forcément déréguler quelque chose. Dans ce schéma, vous voyez que l'acide arachidonique est converti en prostaglandine et sous l'action de la cyclooxygénase 1, va produire la thromboxane A1, la prostacycline I2 et la prostaglandine E2. Cette cyclooxygénase 1, c'est très important de comprendre qu'elle est dans toutes nos cellules, qu'elle est toujours présente à un niveau de base, faiblement, et qu'elle permet l'équilibre entre ces trois molécules que vous voyez là-dessous. La thromboxane, son rôle, c'est quand on se blesse, on ne veut pas faire d'hémorragie, donc elle éclaircit le sang. La deuxième, la prostacycline, elle, de l'autre côté, elle veut garder un équilibre et elle ne veut pas faire de caillots. Donc elle éclaircit le sang. Elle vasodilate aussi afin de maintenir un tonus vasculaire de base. Ça permet de réguler la pression artérielle au repos. Et elle évite la constriction excessive, justement pour perfuser les organes. Et elle stimule la sécrétion de mucus et de bicarbonate. C'est une barrière protectrice, justement, pour notre estomac.
La prostaglandine E2, elle est un peu comme la prostacycline I2. Elle vasodilate aussi, elle régule la pression, elle perfuse les organes, elle protège l'estomac mais d'une façon un petit peu différente que la prostacycline. Elle va inhiber l'acidité de votre estomac. Finalement, elle a une fonction sur le rein aussi, comme elle vasodilate, elle permet au rein de bien fonctionner et elle répare les lésions cellulaires. C'est très important. Ce fonctionnement-là est extrêmement important que vous vous en souvenez pour plus tard. Maintenant, lors d'une inflammation, le corps va sécréter une deuxième cyclooxygénase qui est induite par l'inflammation. C'est la cyclooxygénase 2 que je vais noter COX-2. Celle-ci, elle va permettre d'augmenter la prostacycline I2 et la prostaglandine E2. Regardez mon schéma. On voit ici que la COX-2 augmente prostacycline et prostaglandine E2. Le but, c'est justement de créer un déséquilibre entre la prostacycline et la thromboxane. On veut venir éclaircir le sang, on veut venir vasodilater pour pouvoir emmener les médiateurs de la réparation, ce qui est cellules immunitaires, nutriments. On veut amener ça directement sur le site de l'inflammation pour accélérer la guérison. Il y a aussi une protection de l'estomac dans les muqueuses gastro-intestinales. L'intestin et l'estomac sont des interfaces très sensibles entre le corps et l'environnement extérieur. Lors d'une inflammation, le corps il veut protéger ces barrières-là parce qu'on veut éviter la translocation bactérienne, puis on veut éviter des lésions digestives qui sont causées par l'acidité gastrique ou le stress oxydatif qui viennent justement du stress, soit de la course, soit de l'inflammation. Finalement, on augmente la prostaglandine E2 aussi, et la prostaglandine I2 parce qu'ils sont cruciaux pour la perfusion rénale et l'élimination des déchets par le rein. Alors, on a besoin de ces deux molécules-là. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que c'est la prostaglandine E2, la pire bête, qui est responsable des effets de l'inflammation. Donc, c'est elle qui nous donne les douleurs, la fièvre et qui provoque l'inflammation dans notre corps. Alors, vous comprenez ce qu'on veut faire avec les anti-inflammatoires. On veut venir bloquer cette prostaglandine E2 parce que c'est elle qui nous fait du mal. Mais si on la bloque, vous allez comprendre dans quelques secondes les effets indésirables des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires vont venir bloquer les cyclooxygénases. Ils vont bloquer autant la cyclooxygénase 1 que la cyclooxygénase 2. Par contre, les industries pharmaceutiques ont été intelligents. Ils ont créé des molécules qui ciblent des fois plus spécifiquement cyclooxygénase 1 et des fois plus spécifiquement cyclooxygénase 2. Vous l'avez compris que c'est surtout la cyclooxygénase 2 qui fait les effets inflammatoires qui produisent la prostaglandine. Donc, plus on va cibler la cyclooxygénase 2, plus l'effet anti-inflammatoire va être puissant. Par contre, il y a des bénéfices à cibler la cyclooxygénase 1. Si on cible la cyclooxygénase 1, l'idée c'est de venir fluidifier le sang. C'est le cas de l'aspirine. On a inventé l'aspirine justement pour que les personnes qui sont à risque de développer des infarctus, des thromboses ou des AVC puissent avoir une prophylaxie et éviter justement d'avoir ce genre de problème. Par contre, il y a des molécules qui ont été inventées plus sélectives à la cyclooxygénase 2 pour avoir un effet anti-inflammatoire plus puissant. C'est le cas, vous l'avez entendu parler certainement, du naproxen ou du célécoxib. L'ibuprofène ou l'Advil, la molécule la plus utilisée qu'on trouve sur les tablettes de la pharmacie, celle-ci, elle cible KIT, COX-1 et COX-2. Alors maintenant, voyons. Qu'est-ce qui se passe quand on bloque ces cyclooxygénases? Vous allez comprendre maintenant les effets indésirables des anti-inflammatoires. Regardez, j'ai encore un autre schéma à vous montrer. Si on bloque la cyclooxygénase 1, vous vous souvenez, cette cyclooxygénase, elle est toujours présente dans notre corps, elle permet d'avoir un équilibre avec nos trois molécules. On va créer un déséquilibre. En fait, quand on bloque COX-1, on bloque surtout la production de thromboxane A2, ce qui pourrait réduire la formation de caillots, mais on inhibe également un peu la production de prostacycline qui a un rôle protecteur dans les vaisseaux. Puis ce déséquilibre entre thromboxane et prostacycline, il peut conduire à un risque accru d'hémorragie et de saignement parce que la capacité du corps à réguler la coagulation, à maintenir la vasodilatation, elle est complètement perturbée.
Le deuxième problème, c'est les problèmes gastro-intestinaux. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, la prostacycline I2, elle permet de créer un mucus qui vient protéger la paroi intestinale. Puis la prostaglandine E2, elle inhibait l'acidité, de notre estomac. Donc, forcément, notre estomac va être beaucoup plus à risque de créer des ulcères gastriques. Et le dernier, quand on vient bloquer COX, on perturbe la fonction rénale justement parce que je vous disais que le rôle de la prostaglandine E2, c'était de perfuser le rein. Donc pour les personnes qui ont déjà des problèmes rénaux ou quand on fait une course d'ultra-distance, qu'on met déjà notre rein à rude épreuve, les problèmes d'insuffisance rénale aiguë sont largement augmentés. Maintenant, voyons quand on bloque la cyclooxygénase 2. Vous vous souvenez, celle-ci, elle est induite. Elle va faire en sorte d'augmenter beaucoup la prostacycline I2 et la prostaglandine. Sauf que là, on vient la bloquer. Donc, on diminue drastiquement la production de PGI2 et PGE2. On crée encore une fois un déséquilibre entre la prostacycline et la thromboxane, mais cette fois-ci, dans l'autre sens. On vient former des caillots parce qu'on aura beaucoup moins de prostacycline et trop de thromboxane. Donc là, on augmente le risque d'infarctus du myocarde, d'AVC, de thrombose. On vasoconstricte, donc on augmente la pression artérielle. Et encore une fois, on augmente la probabilité de problèmes rénaux parce qu'on diminue encore plus la production de prostaglandine E2. Alors maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas d'où viennent ces effets indésirables, on ne les invente pas. Vous avez compris, les mécanismes vous l'expliquent clairement, je n'ai absolument rien inventé. Alors si je vous dis maintenant, est-ce qu'on prend un anti-inflammatoire avant une course ou pendant une course? Je ne devrais même pas répondre à cette question parce que vous avez la réponse par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Alors premièrement, les anti-inflammatoires ne vont pas aider à éviter la douleur d'apparaître. Ça, c'est très important, elle peut la réduire. Deuxièmement, si vous prenez des anti-inflammatoires, vous vous souvenez, on bloque la prostaglandine E2 et je vous ai dit en début de vidéo, faites attention à son rôle, elle a un effet réparateur sur les tissus. Si on la bloque, qui va venir réparer vos lésions musculaires? Il n'y aura plus personne. Donc, c'est très néfaste pour la récupération. Et finalement, vous avez vu tous les effets secondaires reliés à l'inhibition de ces cyclooxygénases et donc de ne plus avoir ces médiateurs-là d'un effet basal qu'on a besoin pour l'homéostasie de notre corps. J'espère que c'est clair cette fois-ci. Maintenant, parlons de l'acétomyphène et son mécanisme d'action. Et là, c'est pas mal plus facile. Pas besoin de faire un gros schéma. Vous vous souvenez de mon schéma sur l'autoroute du début? L'acétomyphène, son rôle, c'est de venir mettre des barrages sur l'autoroute. Donc, elle agit sur le système nerveux central via l'enzyme qu'on appelle la cyclooxygénase 3. Je vais dire un petit secret. Elle a plein d'autres mécanismes et les chercheurs sont encore en train de chercher. Elle aura un effet sur le système carabinoïde, sur la sérotonine, mais son action principale, c'est de venir parer la route et d'éviter aux médiateurs de se rendre finalement au système nerveux central. Elle a un effet secondaire important. C'est parce qu'elle passe par le foie pour être métabolisée. Alors quand on en prend lors d'une activité physique, le foie là encore est très mal perfusé parce que le corps utilise le système sanguin pour mettre ça dans nos muscles. Alors là, on contribue en fait à peut-être avoir des lésions au niveau du foie et ça peut être assez dramatique, mais les effets secondaires sont pas mal moins graves que ceux des anti-inflammatoires. L'effet secondaire qui peut être très important quand on prend les antidouleurs lors d'une activité physique, c'est qu'on vient diminuer notre réponse à la douleur. Donc forcément, on va pousser plus loin, on ne va peut-être pas sentir une douleur qui peut être présente et puis qui nous lance un signal d'alarme de problèmes graves. On le sentira peut-être pas et c'est surtout lié à ça, les problèmes des antidouleurs. Mais sinon, tous les effets liés aux anti-inflammatoires ne sont pas présents. Alors maintenant, comment qu'on fait? Quand est-ce qu'on utilise un anti-inflammatoire? Quand est-ce qu'on utilise un antidouleur? Les antidouleurs sont généralement utilisés pour des douleurs légères à modérées. Les maux de tête, les douleurs après une chirurgie, après une intervention, les douleurs liées au syndrome menstruel. Par contre, s'il y a une inflammation, si on a une entorse, si on fait de l'arthrite, si les douleurs musculaires sont liées justement à une inflammation et que le médecin propose des anti-inflammatoires, là, on va prendre les anti-inflammatoires. Par contre, on évite des compétitions à ce moment-là, on évite des entraînements d'extra-endurance à ce moment-là. Alors, j'espère maintenant que les mécanismes d'action n'ont plus
de secret pour vous, que vous comprenez clairement les effets négatifs de ces molécules et que vous allez prendre soin de vous. J'espère que vous allez passer une très belle saison d'entraînement. À bientôt!